Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer sur l'actualité concernant la maladie à coronavirus. Ce soir, nous évoquons avec notre invité ce thème, nouveau cas communautaire parmi élèves et enseignants. Invité, Dr Tilalou Tagba Peleyele, médecin de santé publique. Bonsoir, docteur, et merci une fois encore d'être là. Merci à vous. Alors, comment est-ce que ça se passe dans votre zone sanitaire? Dans notre zone, les mesures, disons, les activités de riposte contre la COVID-19 continuent dans la communauté et dans les formations sanitaires avec les malades qu'on reçoit dans les centres hospitaliers universitaires, au niveau des centres hospitaliers universitaires où il y a le dépistage de tout malade qui entre dans la structure. Le dépistage est immédiat. Donc en 1 heure de temps, avec la technique de hygiène experte, nous avons les résultats. Ça nous permet de pouvoir prendre en charge le malade pour ce pourquoi le malade est venu. Et dans la communauté, nous continuons par dépister, faire la surveillance à travers le dépistage de toute personne suspecte de la COVID-19 et puis des personnes contacts et des voyageurs. Oui. Alors, vous êtes venu de la zone sanitaire de Kakaveli. Je suis dans la formation sanitaire qui s'appelle Centre médico-social Kakaveli, dans la préfecture de Agouanivé. Donc, le système qui est mis en place présentement, c'est par commune, il y a des équipes. On appelle les équipes d'intervention rapide qui procèdent à l'investigation, disons. À prélever toute personne qui arrive pour se faire dépister, après interrogatoire bien sûr, et à orienter les patients dans les centres de prise en charge, surtout les patients qui sont confirmés positifs à la COVID-19. Alors, dans votre zone, ça va bien ou il y a toujours le tâtonnement dans les centres de santé de la zone où... Disons, dans Lomé, présentement, les personnes qu'on dépiste positives, c'est beaucoup plus les personnes contacts. Je m'explique. Si aujourd'hui, je suis une personne confirmée positive à la COVID-19, toute personne avec qui j'ai eu contact, sans toutefois prendre des mesures barrières, ces personnes-là deviennent immédiatement des personnes contacts qu'on doit suivre pendant 14 jours. 14 à 16 jours. Et donc, si cette personne-là est reconfirmée positive, vous voyez les conditions dans lesquelles nous vivons dans nos familles. Ça veut dire que je peux redevenir une personne contact 2 ou 3 fois. Ça dépend des dispositions que je prends. Dans une famille nombreuse où il y a, je pense, 5 à 6 personnes, on dépiste une personne positive. Généralement, quand nous sommes en famille, nous ne portons pas des masques. Des masques, oui. Lorsque nous retournons dans nos foyers, nous ne portons pas des masques. Si, entre-temps, quelqu'un d'entre nous a pris des risques et est confirmé positif, ça veut dire que les autres personnes doivent immédiatement... Ils sont exposés, hein? Ils sont exposés. On les suit au 6e jour. Au 7e jour, on leur fait le test. Supposons au 6e jour, on fait le test à une personne de la famille. Et cette deuxième personne redevient positive. Cette deuxième personne est positive. Ça veut dire que le reste de la famille, on recompte encore. Pendant encore 16 jours pour pouvoir... Donc, tu peux rester une personne contact pendant un long moment.
si les dispositions ne sont pas prises. Ça deviendra une chaîne aussi longue. Franchement, oui. C'est vraiment un peu embêtant, autant donné que nous ne respectons pas toujours les mesures barrières. Fort heureusement, le nouveau décret pris par le gouvernement rendant obligatoire le port de masque va nous aider un peu à essayer de maîtriser cette maladie dans la population, mais dans la communauté, on ne sait pas puisque la force anti-pandémique, la force la FOSAP, elle est là. La force de sécurité elle est là au niveau des voies, des grandes voies, mais les petites voies là, vous savez, tout ce qui se passe dans les quartiers, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Donc, en tout cas, à Lomé quand même, tout le monde, vous voyez, nous, on aime que quelqu'un soit derrière nous pour nous aimer. On va aborder le thème du jour, puisqu'on parle bien sûr de cette contamination dans la communauté. Il vous en souvient qu'il y a environ un mois, l'État a ordonné la réouverture des classes pour les élèves en classe d'examen, CM2, 3e, et ainsi de suite. Et on parle actuellement de cette contamination au niveau des élèves et enseignants. Comment est-ce que ça se présente le tableau à ce niveau-là? Effectivement, il y a eu des élèves et des enseignants qui ont été dépistés positifs. Si on revient un peu en arrière, d'autres élèves et enseignants ont été dépistés positifs avant la réouverture des classes. Okay. Cette fois-ci, c'est avec les nouveaux consignes qui ont été données, disons, la directive par rapport aux élèves voyageurs qu'on devait dépister. Et c'est ce qui a fait qu'on a trouvé certains cas parmi les élèves. Et si on trouve un cas parmi les élèves, immédiatement, toute la classe doit être dépistée. Et aussi les ménages desquels ils proviennent aussi doivent être dépistés, ainsi que les enseignants. Je pense que si je prends le cas particulier de Soudou, oui, c'est un élève qui revient du Bénin, c'est-à-dire qui réside au Bénin et il vient au cours au Togo. Comme cela se fait un peu partout, au niveau de la frontière à Plao. C'est vite fait, il a conduit, c'est vite fait. C'est la même chose. Nous sommes un même peuple, donc il y a des familles qui résident de part et d'autre des frontières. Et il y en a qui préfèrent fréquenter au Togo, d'autres, disons, de l'autre côté de la frontière. De la frontière. Oui. Donc, c'est le dépistage de ces élèves-là qui a révélé assez de cas des personnes positives. Donc, ce faisant, les équipes ont dépisté le reste des élèves directement concernés et les enseignants aussi. C'est ce qui a fait augmenter le nombre de cas d'élèves contaminés. Ils sont au nombre de combien, juste, trouvés à ce niveau, à Soudou concrètement? On a une idée quand même du chiffre de l'effectif dans tout son ensemble? Oui, il y avait 13 élèves. 13 élèves. À part Soudou, il n'y a aucune autre région qui a aussi exposé, dans laquelle on a retrouvé des élèves contaminés? C'est éparpillé. Un peu hein. partout, oui. Un peu partout, dans quelques régions. Dans toutes les régions, il y a certains élèves qui ont été dépistés, mais ce n'est pas des élèves, comme je l'ai dit, ce n'était pas l'ouverture des classes qui a signalé ça. Ok. Maintenant, au niveau de la région maritime, par exemple, qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là en matière de la riposte? Par rapport aux élèves là, dans les établissements, je veux parler bien sûr des établissements scolaires qui ont
qui ont ouvert il y a quelques semaines pour les cours afin de passer à l'étape des examens pour les élèves. Oui, les dispositions qui ont été prises, c'est le port obligatoire des masques pour tous les élèves et enseignants et le lavage des mains systématique, la distanciation dans les établissements, dans les classes. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas. Au début, tout le monde s'est mis à respecter ces mesures-là. Mais au fil du temps, nous remarquons que les élèves, dès qu'ils sortent des cours, ils mettent les masques au menton. Ils ne respectent plus la distanciation. Je pense que c'est l'insouciance aussi qui fait que que ces élèves-là prennent à la légère cette maladie. Au nord, vers le nord du Togo, le respect des mesures barrières est très peu respecté. La population sous-estime le danger qu'il y a dans la maladie, en dépit des sensibilisations que beaucoup de gens ont menées. Est-ce que cela n'est pas peut-être il y en a qui disent dû à la densité humaine vraiment à l'intérieur du pays, que ce soit au nord ou bien, enfin, dans les autres villes, par exemple, on n'a pas quand même une forte population? Non, à l'intérieur, on n'a pas une forte population. Mais seulement notre habitude, nous aimons vivre en communauté. Vous voyez, nous aimons vivre en communauté. Et si on vit en communauté, je prends un homme de Kara qui ne voudrait pas rester seul dans son coin pour boire son tchouk. Il aurait aimé rester avec quelques amis pour boire. Vous voyez, lorsqu'on leur dit de cesser ces habitudes-là, c'est un peu difficile. Ils n'arrivent pas à croire. Bon, beaucoup de gens disent que... Je pense qu'il y en a qui disent que c'est parce qu'il n'y a pas assez de décès. Donc, on peut guérir. Et donc, cette maladie-là, c'est pour les gens de Lomé. Ce n'est pas pour les gens de l'intérieur. Mais... Est-ce qu'ils n'ont pas peut-être raison? Quand on voit un peu le taux de la létalité, c'est pas vraiment ça. Il est bien vrai qu'on déplore 18 personnes. La létalité, ça augmente. 18 personnes au Togo, enfin décès au Togo. Mais comparativement à d'autres pays, ce qu'on nous présente, enfin les explications données par rapport à cette maladie-là, on guérit aussi facilement. Hein. C'est peut-être la transmission, la contamination qui est très vite faite. Et puis bon, se guérir de la maladie n'est pas aussi un problème. Hein. On a au moins peut-être 70% de la chance de revenir en vivant. Effectivement, on peut guérir de la maladie. Mais on aura fait des dégâts tout autour de soi. Parce que, vous voyez, je pense qu'on doit, à l'avenir, je pense que nous ne devons pas arriver à un moment où on donnera raison à ceux qui disaient que si on ne fait pas attention, on aura assez de cas en Afrique. Nous sommes présentement à 18 décès. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ne veulent pas venir se faire dépister dès qu'ils ont un signe. Donc, c'est à la dernière minute qu'ils se présentent au CHU et c'est trop tard. Ils décèdent. Si on continue dans ce sens, en principe, lorsqu'on a des signes, on doit aller dans le centre le plus proche se faire dépister pour une prise en charge précoce afin d'éviter d'aller vers... Est-ce que toutes les structures sanitaires ont les dispositifs qu'il faut, adéquats qu'il faut, pour pouvoir quand même faire une prise en charge avant peut-être d'être référer le malade, peut-être au CHR, le même commune, ou bien bon, dans les préfectures, on sait qu'il y a des dispositions qui ont été prises. Oui, il y a le renforcement de capacité qui a été fait à travers les formations des prestataires, que ce soit dans les formations sanitaires publiques comme privées. Et ensuite, des dispositions ont été prises, des documents de directives ont été distribués dans toutes les formations sanitaires afin que
chaque personnel de santé puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est devant un cas suspect de Covid. Le matériel. Donc, le personnel est équipé aussi du matériel de protection individuelle. Je sais que ce n'est pas assez, mais l'État est en train de faire des efforts pour vraiment équiper ce personnel-là. Dans les formations sanitaires privées, lorsque vous êtes en face d'un malade qui est suspect, la réaction que vous devez avoir, c'est d'appeler immédiatement l'équipe d'intervention pour que cette équipe vienne faire le dépistage. Entre-temps, le malade est isolé. Donc, ils sont informés et chacun a le matériel pour pouvoir prendre en charge le malade. Entre-temps, ce n'est pas parce que le malade n'est pas encore confirmé que le malade doit rester sans soin. Donc, l'équipe médicale doit continuer par administrer les soins aux patients en attendant les résultats. Ça peut être négatif et il faut que la personne soit prise en charge conformément, disons, au protocole sanitaire mis en place. En vigueur, quelle que soit la pathologie pour laquelle le malade se présente dans une formation sanitaire. Oui. Si nous prenons la contamination des cas communautaires qui fait notre objet de débat aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que la responsabilité est aussi partagée quand on sait que l'enfant va quitter depuis la maison pour être à l'école? Qu'est-ce qui est fait en tant que mère de famille que vous êtes, par exemple? Si votre enfant doit quitter la maison pour aller au cours, revenir le soir ou la mi-journée, qu'est-ce qui est fait concrètement? En principe, les parents doivent insister à ce que les élèves portent les masques avant de quitter la maison. À l'école, les enseignants aussi doivent aussi insister. Donc la responsabilité est partagée, oui, étant donné que c'est des élèves. Parce que c'est l'âge, c'est des âges où on ne comprend pas vraiment l'enjeu. On ne sait pas ce qu'on court, quoi. Vous savez, chacun à un certain niveau sa compréhension diffère par rapport à son âge. Oui. Donc, est-ce qu'elle est partagée? Oui. Je pense aussi qu'elle est partagée du fait que les élèves, disons les enfants, imitent les adultes. Si nous, adultes, nous nous comportions bien, je pense que les élèves-là allaient vraiment suivre. Ils ne sont que notre copie. Quand un enfant se met à faire quelque chose, c'est parce que les parents aussi le font. Lorsque les enfants, les adultes mettent les masques au menton, c'est ce que les élèves et les enfants voient, ou bien accrochés à une oreille, eux aussi ils répètent les mêmes choses. Donc, en ce sens-là, je dirais que la responsabilité est partagée aussi. Maintenant, à l'école, oui. On a vu au départ, quand l'État avait donné l'ordre à ce qu'on fasse ces cours-là, ces élèves en classe d'examen, plusieurs établissements ont quand même mis les moyens pour pouvoir peut-être avoir le dispositif de lavage de mains et autres. Mais quelques jours après, ces lave-mains ou bien un dispositif de lavage de mains là, tout est poussiéreux. On se dit, bon, est-ce qu'il y a vraiment cette pratique-là qui est souvent recommandée, est-ce que ça continue pas à être fait à ce niveau-là, ou qu'est-ce qui est fait concrètement? On dit, bon, se laver les mains, c'est plus vraiment ça. Mettre les masques avant d'avoir accès aux établissements, on a comme l'impression qu'il n'y a plus vraiment une pression derrière. On fait le service minimum. Oui, c'est vrai, c'est une belle remarque faite parce que même en dehors des écoles, à plusieurs endroits, tu trouves que ce dispositif-là est défectueux. Tout est poussiéreux. Et c'est pas entretenu. Vous vous appuyez sur le levier de quoi pour avoir pompé l'eau. Et gare à toi si tu mets le savon sur les mains avant d'aller chercher de l'eau.
Franchement, il va falloir que nous regardions de plus près ces dispositifs-là pour pouvoir vraiment respecter les mesures barrières afin que nous n'arrivions pas à ce que les autres avaient prédit, comme quoi nous risquons d'avoir assez de cas et que nous n'arriverons pas à gérer. C'est franchement avec ces cas qui ne cessent d'augmenter à l'intérieur du pays, c'est inquiétant. Et c'est très, très inquiétant. Il va falloir que on ait un petit regard dans la communauté pour revoir quelle stratégie adopter par rapport à notre manière de vivre. Parce qu'à Lomé, c'est différent. Disons, on dit famille, nous sommes en communauté. C'est des concessions que tu trouves à l'intérieur du pays. Même à Lomé, quand tu rentres dans une maison, c'est une concession de plusieurs familles. Plusieurs familles. Plusieurs familles. Membres de famille qui se retrouvent. Peut-être qu'on va revoir notre manière de communiquer, surtout à l'intérieur du pays, parce que nous n'avons pas les mêmes concessions de la chose. Et en tous les cas, des dispositions sont prises au niveau du ministère de la Santé pour appuyer les équipes au niveau de l'intérieur du pays pour faire face à cette pandémie là-bas. Est-ce que la sensibilisation est quand même bien faite à l'intérieur du pays? Si nous prenons certaines zones du pays, on se demande vraiment si il y a un travail de fond qui se fait. Il y a des localités très, très éloignées. Oui, on prend par exemple Arlon, chez l'honorable, on sait que Abaskawa est à pied d'œuvre dans cette zone-là. Oui. Dani, Arlon par exemple. Oui, Oui, peut-être oui, mais dans d'autres localités du pays, Chikawa par exemple, vers la frontière du Bénin, au nord du pays, où on prend par exemple quelque part vers Agbanakin ou à Sévénocopé. c'est vrai que c'est des ça va être endroits compliqué. éloignés. Hein, Rarement on voit peut-être les ASC qui passent, agents de santé communautaire, qui difficilement, avec son moyen de déplacement, le vélo peut-être, arrive difficilement à toucher pratiquement certains milieux. Hein. Effectivement, je me demande, on a fait beaucoup, mais je me demande si à l'intérieur du pays, ils ont toutes les informations. C'est une lutte multisectorielle. Donc parce que le problème aussi, nous qui nous habitons, enfin, à Lomé, la ville, on a tendance, quand on va au village, on se considère comme si on était le petit Dieu. C'est la mise en pratique de ces mesures barrières-là, c'est comme si, bon, on est grand frère, on est grande sœur, on est revenu de la ville, on impose tout. Et il y a plus ces gestes-là qui sont respectés. Oui. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que lors d'un enterrement vers le nord, il y a les gens du milieu. On avait interdit qu'il y a assez d'attroupement. Donc les jeunes du milieu disent que non, que eux, ils n'adhèrent pas à ça, que ça c'est pour les gens de Lomé, quoi. Je pense qu'il va falloir que nous revoyions nos stratégies de communication à ces endroits. Et que je voulais interpeller aussi les élus de milieu. Oui, les élus locaux, les maires, les conseillers, Il y a un grand travail à faire, surtout dans les villages là. Vous voyez, nous, au village, on ne mange pas individuellement. On a un plat et tout le monde se met autour du plat. Donc, franchement, il va falloir qu'on revoie la manière dont il faut communiquer, les canaux de communication à l'intérieur du pays pour pouvoir avoir l'adhésion de nos frères et sœurs qui sont dans ces endroits-là. Également dans certains milieux où les élèves, difficilement, ils arrivent au cours, ils vont parcourir des centaines de mètres avant d'être au cours. Est-ce qu'on a quand même mis ces dispositifs-là à leur niveau pour éviter ces contaminations, celles-là, ou bien c'est juste l'alerte qui est... Non, les dispositifs ont été mis en place partout, mais c'est la pratique. C'est la pratique qui est un peu difficile. D'abord, il faut qu'on soit convaincu que la maladie là existe. On doit être convaincu avant de pouvoir prendre les dispositions. Si on n'est pas convaincu, bon, on se laisse aller.
on se dit que oui, que bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est la maladie des citadins. Et quand c'est un cas qui se déclare dans un milieu, au village, vous voyez, c'est tout le village qui est, ça devient un cluster, c'est tout le village qui est vraiment... On ne souhaitait pas arriver là, mais franchement, je pense que les administrateurs de ces régions et villes de ces régions à l'intérieur du pays doivent revoir la manière dont il faut... Je pense, il y a eu beaucoup de... Il y a des ressortissants de chaque milieu qui s'étaient organisés quand même pour mettre à disposition des masques et autres au niveau des villages les plus éloignés, selon les informations que j'avais à mon niveau. Mais est-ce que ça se poursuit? Est-ce que l'utilisation... C'est l'utilisation qui pose problème. Donc, le suivi, comment ça se fait? L'utilisation. En principe, les relais communautaires sont là pour faire ce travail-là, avec les chefs religieux, les chefs du village, les chefs cantons et autres. Il va falloir revoir quand même la stratégie de communication pour avoir l'adhésion de la communauté. Parfait. Oui. Maintenant, si nous prenons le cas des religions, on a vu, c'est le deuxième week-end la fois dernière, il y a 3-4 jours. C'est le deuxième week-end, on a vu la réouverture des lieux de culte. Ça a donné lieu à un attroupement dans certains milieux du pays. Et les normes ont été quand même données afin d'éviter la contamination. Vous avez quand même fait un petit constat sur le terrain. Vous avez été à de certains endroits pour voir comment ça se pratique, les mesures barrières là. Oui, les mesures barrières sont respectées. C'est vrai, il y a des attroupements à certains endroits, mais les chefs religieux, ils font de leur mieux pour pouvoir faire respecter. Si c'est plusieurs messes qu'ils doivent faire dans la journée, ils le font pour que chacun puisse d'abord laver les mains et en rentrant à l'église, porter les masques, ne pas laisser les masques quelque part et puis rentrer à l'église. Et toutes les dispositions sont prises. Seulement, c'est l'affluence qu'il faut essayer de limiter. Oui. Oui. La distance. La distance, oui. Là, par rapport au marché. Les marchés... C'est toujours difficile, hein? Oui. C'est toujours difficile, mais ils sont à pied de vie, continuent quand même. Mais jusque-là, on n'a pas eu assez de cas quand même, en tout cas, provenant des marchés. Oui. Ça va, les dispositions sont prises, je pense. Je ne vais pas applaudir, mais je dirais que des efforts sont faits au niveau des marchés. Vous voyez que depuis, on n'a pas fermé les marchés. Depuis le cas index en mars, disons... Le 6 mars dernier. Le 6 mars dernier. Depuis là, on n'a pas fermé les marchés. Les marchés sont toujours restés ouverts. Seulement, les dispositifs sont là et le personnel est là pour faire respecter les mesures barrières dans les marchés. Et je pense qu'on ne doit pas se lasser. Nous ne devons pas nous lasser de respecter, d'abord de respecter et de faire respecter ces mesures barrières où partout où on se trouve, que ce soit en famille. Il faudrait rappeler aux uns aux autres que la maladie, c'est pas pour... c'est pour nous... quelle que soit ta religion, quelle que soit ton origine, quel que soit ton âge, tu peux l'attraper. Parfait. On va devoir jeter un coup d'œil sur les chiffres publiés à la date, bien sûr, de 27 juillet 2020. Le 27 juillet 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 249 cas actifs, 607 cas guéris, 18 décès, 8074 cas. 874, qu'est-ce que j'ai dit? 874 cas
confirmés au total pour 40 856, nombre total de tests effectués 5,30 tests pour 1000 habitants, 2,52 cas pour 100 000 habitants. Ces 14 derniers jours au Togo, et il faut dire que 6 des 93 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 874, 6 personnes dont les âges sont compris entre 11 et 63 ans se répartissent comme suit. 5 personnes parmi les contacts, 4 femmes et 1 homme dans le district de Golfe à Lomé. 1 cas parmi les suspects, 1 homme à Sokolé dans le district de Tchaoudjon. 8 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 607 le nombre total de patients guéris de Covid-19. Le nombre de décès reste inchangé à 18. Que s'est-il passé entre-temps avec ces 3 décès-là qu'on a enregistrés au bout d'une semaine là? C'est des cas qui sont venus un peu tardivement avec des difficultés respiratoires, oui, et qu'on n'a pas pu gérer. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Au lieu d'attendre que la maladie se complique, il va falloir, dès les premiers signes, se faire dépister. Et je pense qu'il y en a qui, peut-être, ont peur d'être internés. Le plus simple, c'est de penser qu'on prend un congé de 2 à 1 mois. Comme ça, on accepte facilement de reculer pour se faire traiter. Mais ce n'est pas aussi facile dans certaines entreprises, oui, pour avoir le congé. On définit carrément une période. Hein. On ne va pas se lever comme ça, dire qu'on va en congé. Ou... Non, si c'est une entreprise, vous travaillez dans une entreprise et vous êtes confirmé positif, nous allons évaluer votre cadre de travail. Nous allons évaluer et essayer d'identifier toutes les personnes qui sont tout autour de vous pour pouvoir définir celles qui sont personnes contacts. Donc, immédiatement, le service est alerté et des dispositions sont prises pour les autres personnes, le reste du personnel, parce qu'eux aussi ne sont pas à l'abri. Et donc, je pense qu'ils seront suivis le temps qu'il faut pour pouvoir leur faire le dépistage au moment voulu. Et donc, ce n'est pas une maladie de honte. Je suis dépistée positif. Je me fais prendre en charge. Par la grâce de Dieu, si j'arrive à m'en sortir, je guéris et puis je reprends mon service après, sans problème, tout en respectant les mesures barrières, bien sûr. On a jusqu'à 607 guéris au Togo. Oui. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait juste après, quand on libère ces personnes-là, ces guéris-là? Il y a un suivi qui est fait. Ces personnes-là, comme ils sortent de l'hôpital, ils sont en contact avec le personnel soignant pour un suivi. En ce moment, nous, on ne rentre pas. Nous qui sommes dans la communauté, ne rentrons plus en contact. Mais seulement, il y en a qui se font encore réinfectés. Et donc, vous avez vu de ces cas-là déjà? Il y a certaines personnes aussi qui... Oui, si tu te exposes. Puisque jusqu'à présent, aucune étude n'a... Tu peux être réinfecté si tu t'exposes encore. Est-ce qu'il y a quand même des consignes alimentaires et autres qui ont été données à ces personnes-là? Les consignes alimentaires, c'est surtout les consignes de prévention. De prévention surtout, oui, les gestes barrières. Les gestes barrières, oui. Et surtout les suivis psychologiques, parce que ces personnes ont besoin d'être soutenues, que ce soit sur le plan familial ou bien sur le plan professionnel. Nous ne devons pas nous écarter de ces personnes-là, mais seulement nous devons plutôt nous approcher pour savoir comment ça s'est passé pour qu'au cas où, parce que personne n'est à l'abri. Mais ouais, tout en respectant les mesures barrières. Si on doit fuir toutes les personnes malades, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de personnel pour
travailler. C'est tout comme le VIH-Sida dans les années 80, Ah oui. la façon dont l'information a été C'est la même donnée, tout ça chose. là. Donc, l'essentiel, c'est de devoir gérer cette information. Comment ça se fait concrètement, cette prise en charge psychologique d'un cas guéri? En principe, c'est avec le personnel disons, de l'hôpital, Oui. le personnel affecté à ça, ils font ça. Je pense qu'ils seront mieux. Au CHR, le même commune, par exemple. Est-ce que dans les autres aussi, on a quand même des psychologues, voilà, en nombre? Pas assez. Pour assez, quand même essayer de faire un travail généralement, avant, pendant et après. Les médecins soignants se substituent à ça. C'est difficile hein, pour quelqu'un qui est habitué à faire les déplacements. On vous interne pendant 14 jours, sinon 21 là-bas, jours. Là même, c'est pas facile parce qu'il y en a qui craquent. Il y en a qui pensent que le fait de les... Disons, qu'ils soient là sans disons... Bon, on s'occupe d'eux, bien sûr, on les suit, mais bon, eux, ils pensent qu'ils ne font rien, quoi. Il y en a qui trouvent que, bon, on ne s'occupe pas d'eux assez. Ce n'est pas des maladies comme les autres où le personnel peut s'approcher quand il veut. Donc, il y a des périodes où on passe, on vous donne les médicaments, ou bien il y a des périodes où on passe, on vous prend les constances s'il faut, si vous avez un problème, bon, ce n'est pas la même chose, quoi. Donc, nous devons d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas du tout facile. C'est pas facile. Le protocole de traitement demeure, ça demeure le même. Depuis, nous n'avons pas... nous ne sommes pas éloignés de la ligne directrice qui a été donnée depuis. C'est toujours de la chloroquine et puis de l'azitro qu'on donne aux patients, quel que soit l'âge, et en tenant compte bien sûr si c'est un pédiatrique, on voit ce qu'on va leur donner. Si c'est un homme adulte, on sait ce qu'il faut lui donner. Et puis c'est une prise en charge globale, surtout ça. C'est une prise en charge globale. Parce que tu peux avoir d'autres pathologies, d'autres maladies et avoir, disons, être confirmé positif à la COVID-19. Oui. Justement, en parlant bien sûr de cette prise en charge holistique, il y a une information selon laquelle très prochainement, ça va être payant hein, quand vous traitez d'autres pathologies avant d'être là, tout sera payant. On ne va pas vous traiter aussi gratuitement comme ça, même le dépistage et autres là. Pour sortir du Togo, il faut se faire dépister 12 heures d'avant, quelque chose du genre. Je pense que c'est... Pour moi, en tout cas, nous n'allons pas toujours continuer dans la gratuité. Pourquoi pas? Quand on dit gratuité, il y a quelqu'un qui paie quelque part. Je suis l'État, je débourse l'argent. Cet argent-là, je devais faire quelque chose avec. Donc, tu vas me réclamer de te soigner gratuitement et d'augmenter encore ta paye. C'est une obligation pour l'État quand même de veiller au bien-être de ses habitants. Le chef de l'État comme premier devoir de veiller. Je prends un exemple terre à terre. Vous gagnez 50 000, n'est-ce pas? Et vous demandez à ce que, disons, vous donnez quelque chose à madame. Et elle réclame de lui donner encore plus, alors que votre gain, c'est 50 000. Où est-ce que vous allez prendre pour lui donner? Non, mais le contexte semble être un peu bien différent hein, quand on prend le cas. Vous avez déjà, dès le départ, dit que la prise en charge au Togo, elle se fait d'une façon holistique. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres pays de la sous-région ou bien du monde entier. Et dans la foulée, on demande aux gens de revoir. Faites très attention qu'un petit tour à plat où peut faire dépenser cette personne-là si elle se hasarde à... Je pense que c'est le non-respect des consignes qui a amené le gouvernement à prendre ces dispositions. Si la population ne respecte pas les consignes que le gouvernement donne et qu'on laisse la maladie circuler, le gouvernement ne va pas éternellement continuer à faire cette prise en charge gratuitement. Alors, puisqu'on est à la phase endémique de coronavirus, que faut-il faire concrètement? Voilà. C'est l'endémie, hein? L'endémie, oui. Là,
Le comité est en train d'étudier au fur et à mesure que la maladie évolue. Le comité siège, ils font des réunions hebdomadaires pour voir quelle est la conduite à tenir. N'oubliez pas que nous ne fabriquons pas les réactifs. C'est pas seulement les réactifs, c'est tout ce qui va tout autour des réactifs, les consommables et autres. Tout est acheté, tout est importé. Donc c'est de l'argent qu'on dépense. Si nous ne respectons pas les mesures barrières pour pouvoir endiguer cette maladie, pour pouvoir, disons, ne pas permettre la propagation de plus en plus de cette maladie, alors nous sommes obligés de prendre, l'État est obligé de prendre des dispositions pour pouvoir vraiment faire face à ça et à nous amener à respecter. Quand on te dit, si tu cours là-bas, tu reviens, tu dois payer 50 000 francs, je pense que tu vas préférer rester chez toi. Tu ne vas pas aller. Mais on a quand même besoin de bouger un peu, hein, parce que rester à la maison aussi ne va pas faire entrer des sous. Hein. Mais on a dit de rester à la maison. Oui. L'économie doit aussi fonctionner. Effectivement, l'économie doit fonctionner dans tout ça. Fonctionner dans le respect des mesures barrières. On a dit, si ce n'est pas une obligation de voyager, tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Puisqu'on a dit de ne pas le faire parce qu'au risque de pouvoir contracter la maladie. Ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas pour le plaisir que le gouvernement a pris ces dispositions. Oui. Au niveau des frontières terrestres, on en parle tellement tous les jours, mais au niveau du port, qu'est-ce qui est fait concrètement? Au niveau du port, la navigation maritime. C'est les mêmes dispositions qui sont prises un peu partout. Pour dépister toutes les personnes qui rentrent, toutes les personnes qui sortent, c'est les mêmes dispositions un peu partout, que ce soit les frontières terrestres et puis au niveau du port aussi. Pour tout voyageur. Je pense que ce n'est pas le Togo seulement. Les autres pays aussi, c'est payant. C'est payant le dépistage pour voyager et puis la prise en charge dans les autres pays, à côté ici. Eux, ils l'ont fait depuis. Ils l'ont fait depuis. Nous n'allons pas continuer dans la gratuité comme ça. Vous avez voulu emboîter le pas assez. Ah oui, pour faire prendre conscience à la population. Et qu'en est-il bien sûr de ceux-là qui sont déjà dans les hôtels, qui dorment, qui mangent, qui sont en quarantaine depuis quelque temps avant la sortie de cette décision-là, la prise de cette décision? Ça, c'est au cas par cas. Je pense qu'ils vont pouvoir gérer ça entre eux là-bas. Ceux qui sont là-bas, des dispositions seront prises aussi pour eux. Dans votre centre de santé, c'est Kakaveli? Oui, je suis à Kakaveli. Kakaveli, oui. Comment est-ce que ça se passe, le respect de ces mesures barrières? Dès l'entrée jusqu'au niveau secrétariat, consultation, caisse et autres. Les dispositifs sont là. Les dispositifs, nous avons préféré construire quelque chose qui soit pérenne. Au lieu de ces dispositifs, c'est pas tellement... Ça ne dure pas dans le temps. Donc, on a construit des lavabos. Quand tout malade arrive, il y a le savon, il se lave les mains avec le port systématique des masques. Et nous essayons. Ce n'est pas aussi facile parce que le centre est vraiment bien sollicité. D'essayer de mettre les gens, de faire respecter la distanciation entre les patients. Les dispositions sont là. On a comme impression qu'à de certains niveaux aussi, il y a quand même un petit relâchement. Et si nous prenons, il y a un autre centre de santé, je ne sais pas si c'est là où vous êtes, sur la nationale numéro 1, juste après, avant la pharmacie d'Aguela. Vous avez fait quand même un petit tour là-bas? Là, c'est le CMS Agoué, Nivé. Oui, je pense bien. Oui. Il se passe beaucoup de choses de là-bas, des fois. Hein? Ah, c'est pas de mon ressort. C'est de ressort de qui, finalement? Parce que c'est le directeur préfectoral de la santé d'Agoué-Nivé qui gère là-bas. OK.
Et moi, je suis beaucoup plus au niveau du centre. Disons, il y a comme je l'avais dit tantôt, il y a une nouvelle délimitation administrative. Ce qui fait qu'on ne se retrouve plus vraiment. Oui, Vous avez tellement... considérez le découpage administratif du pays. Du pays. Donc, nous avons remis le découpage sanitaire sur le découpage administratif. Donc, comme il y a un directeur, disons, comme il y a un préfet du Golfe, il y a aussi un directeur préfectoral de la santé Golfe. De même, comme il y a un préfet, disons, d'Aguanivé, il y a un directeur préfectoral de la santé d'Aguanivé. Maintenant, il y aura des directeurs, des médecins-chefs communaux qui vont être désignés bientôt. Donc, vous considérez ça, comme ça vous êtes plus à l'aise. Pour facilement se retrouver. Donc, s'il y a un problème au niveau d'Agouin, au problème sanitaire, c'est le directeur préfectoral de la santé d'Aguanivé qui gère ça. OK. On est pratiquement à la fin de l'émission. Dr Tilalou Tagba Pelei, que peut-on retenir finalement de ces nouveaux cas communautaires parmi les élèves et enseignants au Togo? Je pense que ça doit nous interpeller. Les enseignants, beaucoup de choses ont été faites. Ça doit nous interpeller afin que nous puissions, élèves comme enseignants, respecter les mesures barrières et que l'État, le gouvernement a pris. Merci beaucoup à vous, Dr Tilalou Tagba Pelei. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin de santé publique, directrice du district sanitaire. Non, je suis juste médecin au niveau du centre médico-social de Kakaveli. Parfait. Avec les nouvelles... le nouveau découpage, je ne suis plus directrice. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Et derrière nous, c'est l'info.